je dois dire que je suis un tout petit peu émue maintenant, parce que pour moi, c'est un immense honneur et un grand plaisir que d'accueillir Madame Pierrette Richer. Elle nous arrive du Nouveau-Brunswick et elle a accepté de venir dans notre congrès. Ça s'est passé comme ça. Un jour, quelqu'un m'a donné une vidéo de TV de Québec et en la voyant, moi j'ai ressenti une immense émotion. Je l'ai vue, revue et j'ai été émerveillée par le témoignage de Madame Richer. Le témoignage de Madame Richer a suscité chez les gens une immense espérance, dans le sens où, oui, il est possible de traverser les plus grandes épreuves de la vie et de survivre. Oui, il est possible de manifester de la bienveillance et de la compassion dans les pires circonstances et de continuer à vivre une vie utile au service des autres. Et pour moi, Madame Richer, elle est comme un phare. Elle nous dit, à l'intérieur de l'être humain, il y a des ressources extraordinaires et on peut les rencontrer chez des personnes comme elle. On peut donc s'attendre à ce qu'elles existent aussi chez d'autres gens. Et j'avais extrêmement envie de vous présenter Madame Richer aujourd'hui. Vous savez, on l'a cherchée partout parce qu'elle n'était plus au Québec. Alors, je regardais la vidéo, puis on regardait un détail de plus, puis après on a tenté de la trouver, et on l'a trouvée. Alors, Madame Richer, soyez la bienvenue. On va voir un bref morceau de cette vidéo. Je vous propose juste de la voir, de simplement garder toutes les réflexions, voir ceci. Immédiatement après, Madame Richer va s'exprimer. Alors, on peut commencer la vidéo. Nous sommes en 1974. Pierrette Richer a 30 ans. Elle vit heureuse, entourée de son mari et de ses 5 beaux enfants sur ce magnifique domaine à Mont-Roland. Ils reviennent de la Guadeloupe. Les enfants se sont beaucoup amusés au bord de la mer. Un soir de février, Pierrette et son mari font garder les enfants et vont souper au restaurant. Pendant le repas, on vient les prévenir que leur maison est en feu. À leur arrivée, il ne reste plus rien. La gardienne s'est enfuie, prise de panique. Les 5 enfants, eux, sont tous morts asphyxiés. Le plus vieux a 9 ans, le plus jeune 4 ans. La première réaction, je suis vraiment tombée à genoux, là, vraiment. Puis là, c'était fatal. Il n'y avait rien à changer. Hein. Tout était fait. Je me suis relevée, puis j'ai essayé de voir s'ils ne pouvaient pas entrer, puis vérifier pour être bien certain, parce que personne n'était entré, en fin de compte. Au moment où les pompiers sont arrivés, c'était déjà trop tard. Je ne les ai pas vus. Je ne les ai jamais vus. Morts? Non, je ne les ai jamais vus. Je les ai vus que vivants et contents. Et le dernier matin où je suis partie travailler, où m'embrasser en partant. Je partais pour l'école, puis c'est tout. Pierrette a su aussi que ses enfants sont morts en dormant, sans souffrir. Vous avez dit que vous n'avez jamais pleuré. Non. C'est vrai, ça? Vous n'avez jamais pleuré? Vous semblez avoir l'air très détaché de ça. Non, je ne suis pas détachée. Il y a aussi, je ne sais pas, aussi, c'est peut-être pas de toujours pas tout montrer, mais de tout exposer, parce que, en fin de compte, ça ne change rien. C'est sûr que ça a été très difficile. J'ai passé des périodes qui ont été très importantes, très denses, parce que mon ex-mari, évidemment, était très peiné, lui aussi. C'était très, très difficile. J'étais vraiment très seule avec moi-même. Il y avait ma famille qui était en larmes, mes frères et mes sœurs, mes jeunes frères, mes parents. Et ça, j'étais vraiment... Je me sentais très, très seule, très, très isolée. Pour ajouter à sa peine, son mari la quitte au lendemain des funérailles.
départ de votre mari, ça a été un dur coup. Ça, c'était très, très dur, oui. Ça a été très dur parce que ça, c'est le père des enfants. Et à deux, ben, on a toujours l'impression qu'on va passer... on va s'aider, puis on va passer. Mais là, non, il n'y en avait pas non plus. Il était parti. Il avait de la difficulté à vous regarder. Ah, ça, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Ça le rappelait trop. C'était pire. Il était la seule personne à qui je pouvais peut-être en parler ou partager, peut-être. Je ne sais pas. Pierrette est plus seule que jamais. Elle ne doit compter que sur elle-même pour affronter l'insupportable. Inquiet, un ami médecin lui prescrit des calmants. J'en voulais pas. Donc, en partant, c'était non. Mais c'est sûr que si j'avais pris un médicament quelconque, je serais probablement tombée. Je me suis retrouvée peut-être dans ce temps-là. Je dis, écoute, là, je n'avais plus rien du tout. Et je vais vivre comme mes enfants m'ont toujours voulu, m'ont toujours vu vivre, la façon dont ils m'ont vu évoluer tout le temps. Je vais continuer à vivre comme eux m'ont vu, heureuse, contente, puis toujours avec des nouveaux projets, puis des choses à faire, puis des expéditions, puis des excursions à faire, puis toujours faire des nouvelles choses et de voir les belles choses de la vie. Donc, tout de suite, c'était mes premières choses que je me suis dit. C'est vrai que certaines personnes sont plus résistantes que d'autres aux agressions. Ça dépend probablement de leur passé, ça dépend de leur sentiment d'estime, ça dépend du moment présent, les structures qu'ils vont avoir d'accueil autour d'elles. Mais on ne peut pas dire qu'on est pour la vie résilient. Ce serait trop simplifier les choses. Les gens autour d'elle sont étonnés de son attitude, de cet incroyable instinct de survie. Ils ne comprennent pas qu'elle ne soit pas littéralement terrassée par le chagrin. Qu'est-ce qu'on vous disait? Que c'était pas possible, que je devrais être dans un hôpital psychiatrique presque. Quelquefois, on confond résilience et insensibilité. La résilience, c'est la capacité de pouvoir faire front à une difficulté terrible et de pouvoir finalement dépasser cette difficulté, alors que l'insensibilité, ce serait ne rien éprouver et à partir de ça, donc, être comme une personne sur laquelle tout glisse. Or, la résilience ne veut pas du tout dire cela. Pierrette va voyager pendant quelque temps en Europe. Elle revient au Québec avec la conviction qu'elle vivra seule le restant de ses jours. 1 an et demi après la mort de ses enfants, elle rencontre Johannes Larsen, qui deviendra rapidement son mari. Leur histoire d'amour dure depuis 24 ans. Mais Pierrette n'a jamais pu avoir d'autres enfants. Oui, c'est ça, c'est les couples. Le couple va vivre au Danemark et en Angleterre durant plusieurs années. Cet exil, c'est une véritable planche de salut. Ça m'a sûrement aidé à ne pas être toujours avec les mêmes personnes autour de toi qui te ramènent les mêmes situations ou les mêmes réflexions ou qui te demandent continuellement, tu t'ennuies pas de tes enfants, t'as-tu revu ton ex-mari? Lorsqu'il rentre au Québec après ce séjour à l'étranger, Pierrette décide de rencontrer la jeune fille qui gardait la nuit de l'incendie. L'adolescente de 16 ans aurait à l'époque fumé dans sa chambre. Le feu a pris naissance dans son matelas. Pierrette entreprend des recherches et la retrouve. Elle se sentait comment par rapport à vous? Bien, c'est qu'elle se sentait mal à l'aise, très extrêmement. Oh oui, très, très. Elle a toujours eu peur pendant je ne sais combien d'années, là. Elle avait elle-même un enfant et au moment où je l'ai rencontrée. Puis elle avait toujours peur que moi, étant donné que j'avais perdu mes enfants par sa faute, si on peut. Elle avait toujours peur que j'aille soit chercher son enfant ou que je me venge. C'est un peu la réflexion ou le réflexe normal de beaucoup de gens. Ah, ben, je comprends de vouloir la punir, d'être enragée, de vouloir la... Je sais pas quoi faire. Oui, là, en quelque part, ça me disait que je devais la rencontrer pour l'aider peut-être, ou enfin lui dire non, il n'y a pas de... Jamais, en aucun instant, jamais, jamais. Mais comment vous faites pour être comme ça? Je suis de même. Je suis comme ça dans ma vie normale. J'essaie bien... même pas j'essaie, je suis comme ça.
Pierrette vit maintenant au Nouveau-Brunswick. Elle travaille comme thérapeute. Elle aussi prend soin des autres. Ses enfants, malgré leur absence, ne sont pas bien loin. Je peux dire que c'est aussi difficile à tous les jours. La vie n'a pas... Je peux dire que je fais encore cuire des pommes de terre pour 5. Des fois, ça m'arrive. Oui. Ah oui. J'ai une couple d'affaires que je peux faire. Oui. Puis j'aime avoir du monde à la maison, puis que ça bouge. Donc, c'est en faisant ces gestes-là que je continue à... C'est une continuité, la vie, en fin de compte. Hein. Je vais toujours être une mère de famille. Je ne serai jamais autre chose. Puis c'est correct. Est-ce que l'être humain peut se faire confiance dans des situations comme celle-là? Je pense que plus un être humain se fait confiance, plus probablement il est résilient. Bonjour, mesdames et messieurs. J'ai été invitée par Mme Rosette Politi pour venir faire une conférence à Lausanne dans le cadre Vivre son deuil. Mais je dois vous dire qu'il est plus facile pour moi d'être ici pour témoigner et partager mon vécu avec vous aujourd'hui. J'ai écrit ces mots il y a 3 jours. C'était la première fois. Je suis très heureuse de cette invitation. Merci, Mme Politi. Alors, nous sommes en février 1974, à peine arrivés d'un magnifique voyage de 6 semaines en Guadeloupe, dans les Antilles françaises, avec nos 5 enfants, Michel, José, Daniel, Pierre et Jean. Cette vacance merveilleuse, passée ensemble, tous les jours à jouer dans le sable, les baignades, le soleil, les randonnées et ces belles soirées où nous dînions ensemble à la terrasse de la villa avec la vue sur la mer. Et quelques jours plus tard, soit le 7 février 1974, afin de préparer la campagne de publicité pour notre société immobilière, mon mari, nous avons dû, mon mari et moi, travailler au bureau jusqu'à 9h30 le soir. Sur le chemin du retour à la maison, nous sommes arrêtés pour dîner dans un petit restaurant. Vers la fin de notre repas, on vient nous avertir de se rendre à notre résidence immédiatement, car il y avait quelque chose d'anormal. C'est tout ce qu'on nous a dit. La route de 20 km nous séparant de la maison nous semblait interminable. Et au dernier tournant, à la fin du boisé, on apercevait les flammes sortir de toutes les fenêtres de la maison. En descendant de l'auto, je cours vers la maison. Une foule de personnes sont déjà là, les pompiers, la police, les voisins. La première personne à qui je parle, c'est Jean, notre premier voisin. Je lui demande où sont les enfants. Quand j'étais certaine qu'ils étaient tous là, peut-être dans des couvertures en pyjama, il me dit, ils sont tous morts. Je suis tombée à genoux dans la neige sans un mot et je suis restée là sans bouger, la tête penchée vers le sol pour un long moment. Lorsque je me suis relevée, j'ai demandé si quelqu'un était entré dans la maison. Les pompiers m'ont dit que non, c'était trop tard. La fumée dense et noire venait du matelas de la gardienne, ce qu'on a su plus tard, car elle se serait endormie avec une cigarette dans son lit. Où était la gardienne? On ne savait pas. C'était elle qui était allée chez le voisin, Jean, à 1 kilomètre de là, de la maison. Elle était en total choc, ne pouvant articuler un mot, et par la senteur de fumée qu'elle dégageait, Jean a tout de suite compris qu'il y avait le feu. Il arrive, mais trop tard, à la maison. Selon les rapports dans l'enquête du feu, il se serait passé plus de 40 minutes entre le début de l'incendie et leur décès. Et le temps pour se rendre chez le voisin en courant prend environ 7 minutes. Le rapport médico-légal disait qu'ils sont tous morts asphyxiés, non brûlés, dans leur sommeil. Je ne pouvais pas trouver mon mari. Quelqu'un me dit qu'il cherchait la gardienne. Il était en fureur. Dans quel état j'étais? C'était le vide, pas de colère. Il n'y a rien que tu peux faire et pas le temps pour t'apitoyer, car quelques instants plus tard, la police demande à nous voir pour les formalités, les constatations.
La première question. Le nom de vos enfants. Michel, José, Daniel, Pierre et Jean. Leur âge. 9 ans, 8 ans, 7 ans, 6 ans et 4 ans et demi. Où était située leur chambre, les lits, l'heure du coucher, tous les détails de la maison pendant plus de 2 heures. Mon mari ne peut répondre à aucune question, à peine s'il a dit son nom. Il se révolte lorsque les policiers nous demandent si nous avions des assurances sur la vie de nos enfants. Non. La réalité s'installe. Les premières paroles que mon mari m'a dit cette nuit-là, du 8 février, « Nous aurons d'autres enfants. » Je lui réponds, « On ne remplace pas des enfants avec d'autres enfants. » Les jours suivants ont été très pénibles. Ma famille, mes parents, mes jeunes sœurs et frères, tous en larmes. Je devais les consoler. Je me sens si seule, plus rien, même pas une brosse à dents, pas de linge. On doit attendre 2 semaines pour les tests de laboratoire médico-légaux pour qu'on nous remette les restes des corps, les cendres. Car la maison, toute en pierre, c'était un four ardent, aucun débris, que des cendres. Plusieurs jours plus tard, c'était encore chaud, les débris, les 5 chiens qui rôdaient autour des ruines encore chaudes et fumantes. Ils ne comprenaient pas, ils attendaient leur petit maître. Ils ne voulaient plus manger et ils sont morts aussi. Et les funérailles. 5 roses sur une tombe en chêne qui contenait les cendres de nos 5 enfants. Aucune autre fleur. Seulement des dons pour une société qui vient en aide aux enfants avec des troubles mentaux. Seulement un tout petit bouquet dans l'église, près de l'autel, qui venait de l'équipe de hockey de mon fils aîné, Michel, car il avait compté le but gagnant quelques heures avant son décès. Il était si fier lorsque je lui ai parlé au téléphone, au retour de ce match vers 9 heures, car je l'accompagnais toujours et ses frères aussi lors de ses joutes, mais pas ce soir-là. Ça a été un coup très dur, un geste humain. Attends, j'en ai oublié un bout. Excusez-moi. Okay. La messe des funérailles fut chantée par les enfants de l'école, leurs amis. Ils ont pratiqué tous les jours après leur journée de classe ces chants. C'était très réconfortant d'entendre ces voix d'enfants. Le lendemain des funérailles, mon mari n'était pas venu dormir où nous demeurions chez des amis. Le soir des funérailles, le lendemain matin, il vient me dire qu'il me quittait pour toujours, que j'avais plus de chance d'être heureuse sans lui, qu'il était un homme fini et que je méritais plus que ça. Il est parti vers le sud et je ne l'ai pas revu, seulement eu de ses nouvelles 10 ans plus tard. Ça a été un coup très dur, un geste humain. Je ne pouvais pas le croire, ça a été terrible. Il était le seul avec qui j'aurais pu parler, l'aider, partager. Il m'a aussi dit, je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec eux. Et le lendemain, il m'appelle et me demande de ne plus me présenter au bureau d'immobilier. C'était trop difficile pour lui, donc je n'avais plus de travail aussi. Le vide total, j'avais 30 ans. Michel, José, Daniel, Pierre et Jean. Je ne les ai pas sentis partir. Ils n'étaient juste plus là. Je les ai vus vivants le dernier jour. Je leur ai parlé au téléphone à leur arrivée de l'école, au souper et à l'heure du dodo. Normalement, j'étais de retour à la maison vers 4 heures. Le matin au départ pour l'école, je les ai embrassés tous. J'ai gardé cette image. Accepter leur mort, c'est un fait. La vie, c'est la mort. C'était leur chemin, leur vie. Ils appartenaient à la vie. Ils ne m'appartenaient pas. Ils étaient tellement beaux. Ils avaient leur expérience à faire. Pourquoi sont-ils partis ensemble? C'était leur vie et moi j'ai la mienne.
Mon rôle de mère, je les ai mis au monde, allaités pendant 7 mois chacun, suivant toute leur évolution, l'école, le sport, les activités. Je me souviens de leur grand bonheur lorsqu'ils montaient à cheval et venaient me voir à la fenêtre de la cuisine, ou m'apporter un bouquet de fleurs sauvages cueillies dans les champs. À tous les jours de l'été, ils en cueillaient des fraîches. Je les voyais avancer. J'étais témoin de leur grande beauté. Je disais souvent à mes sœurs, mes amis, mes enfants ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à la vie. Je suis là pour les protéger, les guider et partager avec eux, les comprendre. Ils n'étaient pas un reflet de moi-même, ils étaient eux-mêmes. Michel, José, Daniel, Pierre et Jean, ça a été la façon dont je les ai élevés. C'était ma manière d'être. Je n'ai pas de regrets. J'ai eu beaucoup de bonheur avec eux. Je n'ai pas de regrets de ne pas m'en être occupée. C'était le maximum pour eux. J'avais du plaisir dans le quotidien avec eux, les jeux, les loisirs. Nous avions la chance de vivre sur un grand domaine de 800 hectares, avec 5 lacs, des chevaux, des chiens, des chats et des petits animaux de ferme. J'ai consacré beaucoup de temps pour être près de mes enfants. Je n'avais pas de rêve pour eux, mais la vie normale, le quotidien. Peut-être que ça m'a aidé à continuer à vivre avec d'autres enfants, ceux de mes frères, mes sœurs, mes amis, ceux que je voyais partout en voyage, que je vois encore. Comment une mère peut passer à travers tout ça en se retrouvant seule? Je n'ai plus le rôle de mère, mais je suis toujours une mère. Les premières paroles que je me suis dites après les funérailles, après leur départ, je vais vivre comme ils m'ont toujours vu vivre, heureuse, avec toujours plein de projets, vivante, consciente de mes responsabilités envers la vie, la santé. J'évitais les personnes que je connaissais. Leurs questions, « T'es sûr que t'es correct? Appelle-nous si ça ne va pas. » Enfin, on les connaît toutes. Ils voulaient me dorloter, m'organiser, m'instabiliser en fin de compte, pour mieux me ramasser peut-être. Les personnes nouvelles ne me jugeaient pas, ne me questionnaient pas. Et lorsque quelqu'un me demandait d'en parler, je disais « J'en parlerai lorsque je serai prête. » Ça m'appartenait. Peut-être que c'est aujourd'hui, ici à Lausanne, devant vous tous, 30 ans plus tard, que je peux commencer à en parler vraiment. Comment j'ai survécu après les funérailles? J'ai eu beaucoup de chagrin, mais la tristesse n'est jamais entrée dans mon cœur. Jamais. On peut se préparer à des situations tragiques. On doit disposer de moyens pour tenir le coup. Sûrement le fait d'appartenir à une grande famille de 9 enfants dont j'étais l'aînée. Très jeune, j'aidais ma mère avec les nouveaux bébés, mes frères, mes sœurs plus jeunes. Je ne peux pas me souvenir de me plaindre. C'était pour moi normal et j'étais fière de le faire. Vivant sur une ferme, on devait tous se lever tôt pour aider nos parents, préparer les repas, l'école, les jardinages. On était heureux lorsqu'on s'assoyait pour manger autour de la grande table. Je ne me souviens pas d'avoir été malheureuse. On a été élevés, grandis dans le respect de la vie, nos responsabilités vis-à-vis la vie. Se garder en bonne santé, bien manger, boire de l'eau et l'exercice. Je me souviens, à l'âge de 8 ans, ma mère, qui en avait 28 à ce moment-là, a eu la rougeole. Elle a été très malade. Une nuit, le médecin de famille est demeuré à son chevet toute la nuit avec mon père. Tous mes frères et sœurs avaient la rougeole. On ne pouvait pas avoir d'aide à la maison due à la contagion.
Je prenais soin de tout le monde, ce qui fait que je n'ai jamais eu la rougeole. Mon père arrivait de la ferme et me demandait si tout allait bien. Je lui répondais « Oui, tout va bien, papa ». Je me souviens, je montais en haut aux chambres, dans la noirceur, je mettais ma main sur le front de mes frères et sœurs pour voir s'ils faisaient de la température. Je leur faisais un peu à manger, ils ne voulaient pas manger, mais je leur faisais boire de l'eau. Je crois que j'étais une infirmière dans l'âme déjà, à 8 ans. Donc, après les funérailles, quelques mois se sont passés, je suis partie en voyage. D'abord, je suis retournée à la Guadeloupe, quelques semaines, revoir les mêmes endroits visités avec mes enfants. Après, je suis partie pour l'Italie, quelques mois, où vit ma sœur Diane. Chez Diane, personne ne savait. En voyage, c'était bon de voir des couples avec des enfants dans la vie normale. Ça m'aidait, ça me ramenait à la vie, ça ne me chagrinait pas, ça m'aidait, ça me faisait sourire. De retour de voyage, je dois penser à retourner au travail, à gagner ma vie. Je retourne travailler comme infirmière à l'hôpital, mais à la pouponnière, avec les nouveau-nés. Eux ne vont pas me poser de questions. C'est bien important. Le premier Noël, je ne peux le passer dans ma famille. Je peux voir mes parents, frères et sœurs si tristes, pleurer. Donc, je demeure à travailler à l'hôpital, mais je demande d'être changée de département pour être près des malades qui doivent, par leur état, passer Noël à l'hôpital et qui sont souvent sans famille, seuls et sans enfants. Ce fut un des plus beaux Noëls, je peux dire le plus beau Noël de ma vie. Avec les autres infirmières, on a préparé des gourmandises, des cadeaux, chanté pour les malades. C'était réconfortant. Je me sentais entourée. Je me trouvais chanceuse d'être en bonne santé, et physique et mentale, d'avoir ma tête, mes mains, d'être en vie. Je ne suis pas une personne résignée. Chacun a son tunnel, ses expériences à faire pour avancer. Il faut laisser l'autre avancer ou mourir, ne pas prendre sa place. Sûrement que mon éducation en tant qu'infirmière m'a beaucoup aidée, étant donné la confrontation avec la vie, la maladie, la mort, les parents et les familles des malades à réconforter. Souvent, je me vois dans un grand champ et j'entends un train qui s'en vient, qui passe et qui s'éloigne. Pour moi, c'est le futur, le présent et le passé. C'est long. Mais je monte dans ma cabine de pilotage dans mon avion et là, je vois le monde, le tout dans sa globalité, dans le moment présent. Ça me réconforte beaucoup. Si mes enfants me manquent, bien sûr, car il n'y a pas une journée où je ne pense pas à eux. Ils font partie de ma vie. Ils sont vivants en moi. Je me rappelle leur rire d'enfant, leurs petits bras qui m'entouraient. Les enfants m'ont aidé et m'aident à grandir, à évoluer. Ceux que j'ai eus, ceux que j'ai perdus, ceux que je n'ai pas eus et ceux des autres. On grandit à travers les enfants. On dit toujours « mes enfants ». Pour moi, ils n'étaient pas mes enfants. C'étaient des enfants qui vivaient dans la même maison. C'étaient Michel, José, Daniel, Pierre et Jean. J'étais leur mère, ils avaient un père. Ils vivaient, ils n'étaient pas à moi et maintenant ils sont dans une autre dimension. C'est aussi difficile aujourd'hui. Je serai toujours une mère, je ne serai jamais autre dans mon cœur. J'achemine ma vie de femme. Quand je pense à mes enfants, je les sens si près.
car on n'est pas très loin lorsqu'on est mort, en fin de compte. Je ne leur parle pas, ne leur demande rien. Je les écoute souvent. Dans cette écoute, je ne les entends pas me parler, évidemment, mais leur chaleur comme un vent doux. La survie après un drame. Pardon. Je n'ai pas de réponse à cette question. Si je pouvais répondre, j'aurais aussi la solution pour guérir le cancer et bien d'autres choses. Mais je peux motiver, inspirer, donner de l'espoir, du courage, conseiller, mais je ne peux pas répondre à l'inconnu et je ne veux pas essayer. Je suis simplement contente d'être en vie et d'être heureuse de ce mystère. Chacun de nous coopère différemment avec la mort des nôtres. Personnellement, je crois qu'on doit faire face directement et armé de courage, de confiance, avec fermeté et sans peur. Si on observe un enfant malade, de cancer par exemple, il est comme ça, brave, naturel, déterminé. Il est toujours gagnant dans sa bataille, fier de son progrès, même s'il sait qu'il va mourir. La survie, ce n'est pas le résultat final, c'est la façon dont on procède, qu'on fait face à la réalité aujourd'hui. Au premier printemps, lorsque j'ai pris possession d'une petite maison sur la rivière au Mulet, à Sainte-Adèle, il y avait encore un peu de neige. J'étais assise au soleil, dehors, en face de la rivière. J'entendais l'eau couler, les oiseaux chanter et un peu de vent dans les sapins. C'était la première fois de ma vie que j'écoutais le chant des oiseaux pour moi-même. Je l'avais toujours fait entendre à mes frères, mes petits frères et mes petites sœurs, et à mes enfants. C'est sur cette même petite rivière au Mulet, 15 mois plus tard, que je rencontre Johannes, ce bel homme danois qui vivait la maison voisine sur cette même rivière et qui, les deux pieds dans l'eau, m'a demandé en mariage 3 jours après notre rencontre. Et j'ai dit oui. Et 10 jours plus tard, nous quittions le Canada pour aller vivre dans son pays, le Danemark. Je me suis dit, ça va me faire du bien là-bas, personne ne me connaît. Une vie plus simple, paisible. Je me suis retrouvée là-bas au Danemark avec ma bicyclette au lieu de mon autosport du Canada. Partir pour l'université tous les matins apprendre le danois. La vie avec Johannes, ça n'a pas été trop difficile. Il est calme, il me laisse bouger, faire mes expériences. Il est témoin, je crois. Nous nous sommes mariés au Danemark et quelques années plus tard, un transfert en Angleterre, une autre langue à apprendre. Dans ma vie, je ne demande jamais la permission. Je le fais. C'est ce qui m'a amené à quelque chose d'autre, à avancer pour expérimenter. Car le changement en lui-même n'est pas douloureux. C'est la résistance au changement qui est une cause de douleur. À persister en silence m'a aidé à comprendre pourquoi j'étais de passage sur la terre. Avant ça, je ne pouvais pas me permettre d'aller dans ces pensées de mes enfants. En reconnaissant la situation telle qu'elle, cette réalité, en voyant ma vie dans sa globalité, dans le temps présent, c'est là que j'ai commencé à me permettre d'aller penser à mes enfants. Je n'ai jamais voulu tout montrer, tout exposer, et en pensant à eux en silence, j'ai commencé petit à petit à comprendre ce que chacun de mes enfants m'apportait tous les jours et m'apporte toujours.
ce que ça m'a fait accomplir et pourquoi ils ont quitté la vie terrestre. Là, j'ai commencé à parler de mes enfants avec Johannes, mon mari. Jamais de l'événement, ni de la raison du feu, mais des situations drôles, leur quotidien, leur personnalité si différente, leur expression dans certaines situations. J'entends souvent Johannes me rappeler mes enfants devant certaines situations qu'on voit ailleurs. Il me dit, lui devait être comme Jean. Il me semble que ça ressemble à José dans la manière d'agir. Donc, 8 années se sont passées en Angleterre. J'ai eu la grande chance de voyager partout dans le monde, dû au travail de mon mari, de voir les plus beaux musées du monde, les œuvres d'art, les concerts, la musique, le théâtre, rencontrer et côtoyer des personnes si différentes et intéressantes. Et au milieu de tout ça, je travaillais pour une société d'assistance médicale qui avait son siège social ici à Genève. Donc, j'étais en Suisse très souvent. Vers la fin de l'année 1988, le travail de mon mari étant terminé en Angleterre, nous rentrons au Canada, à Montréal. On y retrouve la famille, les amis, nos endroits habituels. Je retourne à l'université pour un diplôme en administration immobilière. Je travaille quelques années dans ce domaine. Point. Et en 1991, je commence mes études en ostéopathie. Là, je suis heureuse et vivante. Un peu plus tard, j'ai voulu rencontrer la gardienne qui était avec mes enfants le soir du feu. Par l'entremise des policiers à la Sûreté du Québec qui étaient chargés de l'enquête après le feu, je ne me souvenais pas de son nom ni de son visage. J'avais complètement coupé tout souvenir, comme je n'avais pas eu la permission de la voir due à l'enquête. Nous nous sommes rencontrés, après toutes ces années, pour un dîner au restaurant. J'avais besoin de la voir pour lui dire que je ne lui en voulais pas. Elle m'a avoué qu'elle avait toujours eu peur que je me venge, que je lui enlève son enfant. Cette rencontre fut très importante pour moi. Elle m'a dit qu'elle fut très soulagée et que sa vie ne sera plus jamais la même. Et pour son fils aussi, qui avait à ce moment-là 16 ans. En 1996, mon mari a eu un travail avec le gouvernement et nous déménageons au Nouveau-Brunswick. J'ouvre une clinique en ostéopathie, mais j'ai continué à étudier dans le même domaine et je prends encore des cours aujourd'hui. Je me rends sur Montréal tous les mois, 1200 km pour l'aller seulement, depuis 7 ans. Aujourd'hui, j'aide de mon mieux des personnes qui sont souffrantes physiquement. Mais en arrière de toute souffrance physique, il y a un être humain, une émotion, un mal vécu, un drame. La reconnaissance avec eux des situations difficiles, les libérations somato-émotionnelles font partie de nos rencontres. Ce travail remplit ma vie. J'ai le grand bonheur de vivre sur la Grande Mer, sur l'Atlantique, près de la vie des pêcheurs, de la nature, la voile. Je suis bénie. J'aime la vie et tout ce qui est beau. Je reconnais la beauté dans tout ce qui m'entoure. Sur la mer, tout est mouvement. Je passe des longues heures sur les rochers à écouter le bruit des vagues. C'est si calmant et réconfortant. Il y a même un loup de mer qui vient souvent mettre sa tête en dehors de l'eau. Il est seul. Je lui ai donné un nom, Bobby. Je lui parle un peu, on dirait qu'il comprend. Il est tellement beau. Aujourd'hui, je vous ai raconté mon drame à moi. Et vous, vous avez le vôtre. Et on ne peut les mesurer. La souffrance fait un être humain, je pense. Pourquoi la musique de Mozart est si grandiose? C'est qu'il y a un silence entre chaque note.
Dans notre vie, je crois qu'on doit faire des moments de silence pour écouter la note qui se termine et nous donner le temps de deviner celle qui s'en vient. Merci. Je dois dire que Madame Richer nous a offert une transition avec la musique. Vraiment, on n'a plus rien à dire. Ces trois artistes vont nous jouer un trio de Haydn, pas de Mozart. L'œuvre comporte 3 mouvements, Andante, Adagio et Alla Ungherese. Je vous demande de les accueillir très chaleureusement.
Thank you.